Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Pour finir la semaine, un peu d'actu et un grand plongeon dans le passé. Voici les titres en images. Bilan de saison mitigé au camping de Holvin qui subit une perte de clientèle et qui a souffert de l'interdiction de baignade à cause de cyanobactéries. Mais certains habitués continuent de venir depuis 55 ans. Une page se tourne au lycée Jean de Pange. Le proviseur Christian Freiermuth ne fera pas de nouvelle rentrée des classes. Il vient de prendre sa retraite. Pour la première fois, c'est une femme qui prendra la tête de cet établissement sarregueminois. Stage intensif pour 28 jeunes joueurs du basket club de Hambach. Cette année, c'est un entraîneur alsacien, ancien joueur de National 2, qui leur fait travailler la technique, le collectif et la préparation physique. Et côté plongeon dans le passé, on va remonter 2 décennies en arrière. En juin 2002, la foudre frappait le clocher de l'église de Petit-Réderchin. Le début d'incendie, rapidement maîtrisé par les pompiers, ne s'était heureusement pas propagé à l'ensemble de la toiture. Cela fait partie des sujets sur lesquels on va revenir en deuxième partie d'émission dans Rétrovision. À quelques jours de la rentrée, c'est l'heure du bilan pour les campings du secteur. Si certains ont le vent en poupe, d'autres souffrent d'une perte de clientèle. C'est le cas à Holvin. Louis Simon s'est rendu sur place pour faire le point. Quand on pense à l'été, on pense forcément au soleil, aux vacances ou encore à la mer. Mais peu de personnes voient l'été au petit camping de village sans grandes infrastructures touristiques. C'est le principal problème du camping de Holvin qui voit ses vacanciers de moins en moins nombreux chaque année, et cela même en rénovant les structures du camping pour les rendre plus agréables. Y a-t-il une raison valable à cela ? Il y a eu la fin de l'activité minière sur le bassin houiller, donc on sait que les derniers puits ont fermé en 2004. Donc il y a toute une génération de mineurs qui se retrouvaient du jour au lendemain plus du tout concernés par cet esprit, je dirais, un peu de tourisme vert qu'on peut voir autour de chez nous. Ce qui nous a, d'ailleurs en 2015, on s'était déjà fait la réflexion de dire à ce rythme-là, on ne tiendra plus. C'est bien simple, on arrivait juste encore à faire l'équilibre entre dépenses et recettes. Sur le compte d'exploitation était carrément plat, et il faut savoir quand même que depuis les années 2005-2008, la commune a quand même investi plus de 350 000 € dans son camping. Et on a toujours été du principe à dire que les revenus du camping serviraient à investir dans le camping et ne serviraient pas à faire systématiquement la balance avec les comptes de la commune, Même si cette année le camping de Holvin est satisfait de son nombre de visiteurs, les cyanobactéries viennent gâcher la fête et le camping se voit obligé d'interdire la baignade dans l'étang de Hirbach. Un nouveau coup dur car l'étang est indissociable du camping. Savoir quand même qu'aujourd'hui les critères en matière de qualité d'eau, de choses sanitaires sont de plus en plus drastiques pour nous les petites communes. On est soumis à des contrôles tous les 15 jours, et pas plus tard que vendredi dernier, on nous a déclaré la baignade interdite. Je m'insurge un peu contre tout ça. Quand je vois 4 pages de relevés et de critères qui sont contrôlés et qu'il y a une seule ligne qui est soulignée et qui est justement défavorable par rapport à la pratique de la baignade. En l'occurrence, c'est les anatoxines qui sont une des composantes des cyanobactéries, qui est donnée à un seuil de tolérance qui est de 0,15, et chez nous c'est à 0,23. Toutes les autres cyanobactéries qui sont décelées sont certes présentes, mais largement en dessous. Je trouve là aussi, il faudrait qu'il y ait plus de souplesse et plus de reconnaissance. On sait très bien qu'en se rapprochant de l'eau tout à l'heure, vous verrez la limpidité. Je ne dis pas que c'est un torrent de montagne, mais en tout cas, on a une lisibilité en profondeur d'au moins 70 à 1 mètre. Ça impacte par exemple toutes nos réservations qu'on a sur le mois d'août. Il y a beaucoup de familles qui ont annulé parce que la baignade est interdite.
hein, et on ne peut même pas leur en vouloir parce que c'est la réalité. Malgré ces problèmes, la ville de Holvin garde espoir pour son camping et les habitués se rappellent de la bonne époque quand ils venaient se baigner à l'étang il y a presque 50 ans. Une famille s'est créée dans ce camping et la convivialité est au rendez-vous. Oui, ça fait plus de 55 ans qu'on vient. À l'époque, la maman, elle allait baigner, il y avait les manœuvres militaires. Ouais. Sur l'étang, ma mère, elle allait baigner entre les tanks. Elle se baignait. Et il n'y avait pas de camping, il n'y avait rien du tout. C'était magnifique. Ouais. Ouais, c'était la belle époque. L'eau qui a 11 sources, elle est toujours propre. Et je sais pas, c'est l'environnement et tout. C'est la convivialité. Oui. C'est pas tellement touristique. Les gens qui viennent là, c'est comme s'ils rentraient dans une famille. Et ils reviennent de nouveau. C'est ça, ils reviennent toujours. Une page se tourne au lycée Jean de Pange. Christian Freyermuth, proviseur de l'établissement sargueminois depuis 2015, prend sa retraite. Maureen Grandcola et Florence Varocchi l'ont rencontré le jour de son départ. Après 44 ans de carrière dans l'éducation nationale, Christian Freyermuth, proviseur du lycée Jean de Pange, prend sa retraite. Il aura passé 7 ans à tenir la barre de l'établissement sargueminois. Proviseur au parcours atypique, Christian Freyermuth démarre sa carrière professionnelle en tant qu'ouvrier. C'est en 1983 qu'il entre dans la fonction publique sur concours. Réforme du bac, lycée 4.0 et crise sanitaire sont les principaux obstacles que lui et l'équipe pédagogique ont dû surmonter ces dernières années. Mais évidemment, il n'y a pas que du négatif. Ce qui m'a marqué positivement, c'est l'investissement qu'on a eu un jour par rapport à un professeur, M. Weil, qui donc a quitté l'établissement en 72. Donc on a mis M. Weil à l'honneur. M. Weil était un professeur ici, donc il était déjà à Jean de Pange en 1940. Hein. Donc en 1940, il a été, lorsque les lois allemandes sont mises en place ici, donc les juifs n'avaient plus le droit d'être fonctionnaires, donc il a été sorti de l'établissement, M. Weil. Et donc c'est M. Weil qui était professeur ici de physique-chimie, a passé la guerre comme il a pu avec sa femme et ses 2 enfants. Et donc en 1944, il a été déporté à Auschwitz avec sa famille. Son épouse et ses 2 filles ne sont jamais revenues. Lui a survécu à Auschwitz et en 1946, il est revenu enseigner ici à Jean de Pange. Et donc on a mis ce monsieur ici à l'honneur, avec toute la communauté juive, enfin israélite de Sarreguemines. Donc c'est une classe d'élèves qui a mis ce monsieur en valeur, et donc on a fait une visite d'Auschwitz par rapport à ça. Donc là c'est l'histoire d'un homme ici qui a fait une carrière et que personne n'a accompagné en 1940 à la porte. Hein, quand il a dû quitter la salle des professeurs. Et ça c'est quelque chose qui m'a profondément marqué. C'est ici, au lycée Jean de Pange, qu'il exerce ces dernières années dans la profession. Lundi 22 août 2022, il a officiellement remis les clés de l'établissement à son successeur, Madame Muriel Sénou. Il gardera un souvenir positif de sa carrière dans la cité faïencière. J'ai été très heureux de servir l'État, de servir l'arrondissement de Sarreguemines, de servir les jeunes, de servir l'éducation nationale dans les missions qui m'ont été données. Je souhaite à mon successeur la même réussite que celle que j'ai eue. Il est toujours très difficile de reprendre un établissement qui tourne bien. Un établissement qui ne tourne pas, vous ne pouvez que mieux faire. Un établissement qui tourne bien, vous avez un souci, enfin moi j'ai eu un souci permanent de le maintenir à flot, ça c'est l'objectif. Je ne pouvais pas, et je suis issu de l'arrondissement, je suis d'ici, je ne pouvais pas faire en sorte que l'établissement soit décrit et lorsque j'en étais à la tête, c'est pas possible. Donc voilà, je pense que j'ai fait perdurer avec les équipes, avec tout le monde bien sûr. Je suis pas tout seul. Hein. Si vous avez les équipes qui travaillent pas avec vous n'arrivez à rien. Hein. Non, mais je pense que ça je suis content de ça, d'avoir maintenu un établissement de le rendre tel qu'on me l'a donné, de rendre les clés et de donner de rendre les clés d'un établissement qui tourne. À l'âge de 61 ans, Christian Freyermuth jette un dernier regard à l'établissement qu'il a dirigé durant 7 années.
Il va désormais pouvoir profiter de sa retraite et de ses proches. Après les États-Unis, l'Alsace, l'année dernière, le basket club de Hambar avait fait sensation en proposant à ses jeunes licenciés de participer à un stage de basket animé par des entraîneurs américains. Cette année, le club réitère l'expérience, mais avec un intervenant extérieur moins exotique, puisqu'il est originaire d'Alsace. Mais lui aussi tire son épingle du jeu en termes d'expérience et d'exigence. Guillaume Dumontagne nous en dit plus. Ok, vous tenez. C'est bon pour tout le monde ? Allez. Depuis lundi 9h du matin et jusqu'à ce soir 16h30, 28 jeunes joueurs du basket club de Hambar se démènent sur leur parquet. On est sur vraiment beaucoup d'éléments. On travaille à la fois techniquement, on travaille à la fois collectivement les après-midi. Et puis comme actuellement, on a aussi un petit moment où on travaille sur de la préparation physique, de la réathlétisation et puis voilà, tout ce qui est coordination, vitesse pour pouvoir les préparer à la prochaine saison. Entraîneur de basket depuis 15 ans, Marjolin Leprêtre est aussi un joueur de haut niveau puisqu'il a évolué avec Holzheim en National 2, le 4e niveau français. Il connaît vraiment les exigences qu'on doit avoir pour progresser. Et voilà, les jeunes apprennent les gestes, les attitudes qu'il faut avoir à l'entraînement et à reproduire en match. Les équipes de jeunes du club sont bien représentées puisqu'on retrouve des garçons et des filles de différentes catégories d'âge. Malgré leurs différences, l'intérêt qu'ils ont pour le basket et leur volonté de s'améliorer les réunissent. C'est que des choses qu'on sait déjà mais qu'on approfondit. C'est bien, c'est assez intensif et j'ai appris pas mal de choses. On a travaillé sur les passes, les dribbles et on essaye de travailler le plus possible sur les matchs aussi. Des efforts qu'ils devront ensuite reproduire tout au long de l'année s'ils veulent progresser dans leur discipline. Après ce stage intensif de 5 jours pleins, ces jeunes sportifs retourneront au gymnase 1 à 2 fois par semaine durant toute la saison pour s'entraîner. Et à propos de sport, soyez fidèles au rendez-vous lundi sur Mosaïque Cristal pour le grand retour de notre émission consacrée au sport avec David Orès aux manettes. Pour le moment, on jette un œil vers le ciel pour les prévisions météo de demain avant de plonger dans le passé. A tout de suite. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, demain le ciel sera variable avec des averses en matinée. De belles éclaircies feront ensuite leur apparition l'après-midi. Côté température, il fera entre 16 et 17 degrés le matin et jusqu'à 26 degrés l'après-midi. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Moniques. Passez une belle journée sur Mosaïque Cristal. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Cora Sarreguemines, le meilleur choix pour une rentrée réussie à petit prix. De l'agenda à la calculatrice scientifique en passant par l'indispensable stylo 4 couleurs. Ne manquez pas nos produits éco-responsables en matière recyclée. Et jusqu'au 27 août, donnez une seconde vie à votre cartable. Recevez 10 € en bon d'achat pour votre geste éco-responsable. Cora, l'hyper-proximité. Qui pourrait deviner que je porte des appareils ? Les nouvelles générations d'aides auditives sont de plus en plus discrètes, même en contour d'oreille. Même avec les cheveux courts ? Oui, il se cache facilement derrière le pavillon de l'oreille et ensemble nous choisirons la couleur qui vous conviendra. Et ça tient vraiment bien ? Bien sûr, grâce au moule sur mesure, l'appareil épouse parfaitement votre conduit auditif. La saison du football reprend et Mosaïque Cristal vous propose de suivre tous les matchs du SFC en direct. Le premier match de la saison oppose le SFC à l'ES Gandrange ce dimanche à 16h en direct et en exclusivité sur Mosaïque Cristal. 20 ans en arrière, juin 2002, c'est là que nous donne rendez-vous Rétrovision. Après sa deuxième fleur, Beach déployait à nouveau tous ses moyens pour viser plus haut. La foudre frappait le clocher de l'église de Gros-Réderchin et à Sarreguemines se préparait pour l'été un stage intensif de formation artistique Art 33, mené entre autres par Laurent-Guillaume Deslinger, alors élève du cours Florent. C'est une affaire française, une affaire européenne.
plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Cet été, tous les amateurs de théâtre pourront saisir leur chance pour s'initier à la scène. En effet, des élèves du célèbre cours Florent de Paris donneront un stage intensif de formation artistique pendant tout le mois d'août. Chant, danse, art dramatique et cinéma font partie de ce projet appelé Art 33, Frontières Grenze. C'est d'abord un stage qui se veut un stage de découverte de la scène pour des gens qui ont envie peut-être de faire ressortir leur capacité d'expression, enfin en tout cas d'autres capacités d'expression que celles qu'ils utilisent simplement tous les jours. C'est quelque chose qui doit ouvrir en tout cas à l'expression, qui doit ouvrir à l'ouverture sur le monde, qui doit ouvrir également les esprits. Au travers de ça, c'est aussi un peu une chance qu'on donne, mais pas une chance qu'on va donner avec des millions de francs derrière et avec un tremplin. Ça ne doit pas être un tremplin, c'est un tremplin d'expression. C'est-à-dire que les stagiaires à l'issue de ce stage doivent se dire que oui, en effet, une carrière artistique, c'est possible. Oui, en effet, il y a des gens qui font ce métier-là et qui en vivent. Et pas forcément bien toujours, mais qui en vivent. Et surtout, oui, en effet, à partir de maintenant, on n'a plus peur d'affronter, ou plutôt on peut affronter des réalités quotidiennes d'une façon différente au travers de la capacité d'expression qui va s'accroître pour chacun parce qu'ils auront pratiqué plusieurs disciplines artistiques. Art 33 est un stage franco-allemand. Il se déroulera du 1er au 31 août à Rohrbach-les-Bitches et à Sarreguemines. Cette formation artistique est accessible à 33 stagiaires, amateurs ou semi-professionnels à partir de 16 ans. Nous, on a décidé de mélanger quatre disciplines artistiques, mais surtout de mélanger des langues aussi, car c'est un stage franco-allemand. Donc de mélanger le français et l'allemand autour de textes de Brecht, de Brassens, parce que justement... Pourquoi toujours des auteurs de théâtre, sachant qu'on a aussi des auteurs de chansons. Donc on va essayer de mélanger tout ça. Brecht également pour auteur de théâtre, mais en allemand, on va essayer de mélanger tout ça, les langues et les capacités artistiques de chacun, développer les capacités artistiques de chacun pour arriver à une sorte de melting pot de l'art sur une scène, quoi. Comme chaque année, le collège Kiefer a organisé sa journée portes ouvertes. Le public, essentiellement composé de parents d'élèves, a pu visiter l'ensemble de l'établissement tout au long de la journée. De nombreuses expositions ont été installées dans les salles de cours pour cette occasion. La bibliothèque et la salle de chimie ont particulièrement intéressé le visiteur. Au collège Kiefer, les portes ouvertes riment aussi avec la kermesse. Nous appelons ça porte ouverte au lieu de kermesse parce qu'il y a beaucoup de travaux d'élèves et d'activités. La kermesse en soi est une initiative de loisirs et on essaie de lui donner quand même un fond pédagogique. Et puis cette année, nous avions la particularité, c'était les constructions neuves. Les nouvelles constructions sont presque toutes achevées. Le bâtiment SECPA ouvrira ses portes comme prévu pour la rentrée prochaine. 43 élèves pourront y suivre un enseignement général et professionnel adapté. Bientôt, le collège verra aussi des travaux s'achever au niveau du CDI. D'ici la rentrée, une baie vitrée protégera les élèves des intempéries lors de leur passage entre les deux bâtiments. En plus des portes ouvertes, le collège Kiefer a donné un spectacle gratuit dans l'enceinte de l'établissement à la tombée de la nuit. Une cinquantaine d'élèves ont joué dans un spectacle son et lumière inspiré du poème Voyelle d'Arthur Rimbaud. C'est un projet ambitieux qu'on a mené sur 2 ans. On est parti du poème de Rimbaud qui associe des voyelles, donc A, E, I, O, U, à des couleurs, comme le A au noir, le E au blanc. Et donc c'était un prétexte en art plastique à travailler sur les codes de couleurs, sur la symbolique des couleurs, et aussi sur l'origine de l'écriture. Donc on a aussi pu visiter un petit peu le programme de 6e qui parle justement de l'origine des écritures égyptiennes, etc. Voilà quoi.
Dans le spectacle, les élèves sont remontés jusqu'à la préhistoire et les premiers dessins dans les grottes. Ils ont aussi évoqué l'Égypte pour arriver progressivement à Rimbaud et à son poème. Ce spectacle multimédia s'est articulé autour d'une bande-son et des projections vidéo. Les élèves ont fait des chorégraphies en direct pendant que d'autres peignaient des symboles. Toutes ces mises en scène ont illustré l'aventure humaine au fil des temps. Une prochaine représentation aura lieu au mois de juin dans l'enceinte du collège. Une dizaine de personnes habitent dans la petite annexe du Hutselhof à Sturzelbronn. Parmi eux, Serge Lénager. Chauffeur routier de métier, cet homme consacre son temps libre à l'histoire locale. Serge s'intéresse particulièrement à la vie monastique qui a débuté au XIIe siècle à Sturzelbronn et qui s'est terminée à la fin du XVIIIe. Pour honorer la mémoire de ses ancêtres, Serge a eu l'idée de créer un mémorial. Pour réaliser son rêve, il a fait appel à Bernard Stock, menuisier à la retraite, qui a accepté de concrétiser son projet. Ensemble, ils ont construit un aménagement en bois dans l'encadrement d'une ancienne porte devant la maison de Serge. En fait, le mémorial se compose de 3 parties. Une partie basse avec un soleil qui symbolise la joie et l'hommage à l'abbé Fournier. La partie supérieure avec donc la partie vitrée où le texte nous indique donc ses fonctions essentielles. L'abbé Fournier était 2e abbé commendataire de Sturzelbronn. Il a été proposé en 1650 et il est le fondateur du Hutselhof en 1710. Et la partie supérieure, c'est la partie du titre. Il est né en 1635, il est décédé en 1711, donc juste un an après sa fondation. Et ici, on a donc mis son nom, l'abbé Fournier. En fait, abbé Antoine Africain Fournier. Enfant du pays, Serge Lénager connaît l'histoire de son village par cœur. Assoiffé de découvertes, il fouine dans toutes les archives à la recherche d'informations. Dans ses trouvailles, Serge a découvert un texte de l'abbé Fournier, le 2e abbé commendataire de Sturzelbronn. C'est avec un grand plaisir qu'il a reconstitué dans les moindres détails les armoiries achetées par l'abbé en 1667 pour l'abbaye de Sturzelbronn. Le blason que l'on voit ici est un blason dont les droits ont été obtenus justement par l'abbé Fournier qui, en tant qu'abbé commendataire, avait essayé de soigner les plaies de la guerre de 30 ans. Il avait donc notamment réussi à rétablir les droits à un blason constitué donc d'une vierge, d'un lion et broché d'une barre. Ceci est, selon le texte de Kaiser, le blason d'origine, avec la crosse et la mitre. Bien qu'aujourd'hui le blason ne comporte plus la Vierge. Ce blason est donc un essai de reconstitution d'après le texte de Kaiser. Serge a dédié son mémorial à l'abbé Fournier qui est aussi le fondateur du Hutselhof. Cette annexe est une ancienne cense comme les 20 autres fermes des environs de Sturzelbronn. Jour comme nuit, le mémorial est éclairé et chaque curieux est invité à le découvrir. Depuis le mois d'avril, la cité fortifiée a changé d'allure. Le centre-ville et les grandes places sont ornées d'une décoration florale. Des éoliennes en fer forgé et d'énormes sphères en osier accompagnent l'aménagement floral issu de la tendance actuelle. On intègre beaucoup de plantes médicinales, des plantes aromatiques, des plantes condimentaires dans les massifs qui ne sont pas très florifères mais qui ont souvent un aspect décoratif, le feuillage, où ça donne un peu de volume à l'ensemble. On intègre aussi maintenant les fruitiers dans les massifs. On peut le voir à la place de l'hôpital ou sur le parvis de la mairie, où on met des arbres fruitiers palissés qui ont un très beau décor. On a aussi mis dans les suspensions au centre-ville, ça les gens ne le voient pas encore tout de suite, mais on a mis des fraisiers pleureurs. Donc au cours de l'année, il y aura des fraisiers en fleurs et avec des fruits. Donc on intègre un peu fruitiers, plantes médicinales, plantes un peu anciennes ou toutes simples comme du tournesol ou des cosmos.
Pour l'instant, les fleurs sont encore en début de pousse. Pour découvrir les premiers résultats, il faudra attendre la fin du mois de juin. D'ici là, les plantes prendront des centimètres et la ville de Bitche sera habillée d'un manteau de 1000 couleurs. La grande place sur le côté gauche et de l'autre côté, là où M. Klein est en train de planter, il y a un gazon fleuri. Ça ressemble à des mauvaises herbes, mais ce ne sont pas les mauvaises herbes. Dans 3-4 semaines, les fleurs vont prendre leur développement initial et puis il y aura un fleurissement spectaculaire sur cet endroit-là. Donc il faut quand même attendre 2-3 mois au moment du semis. Donc on a semé début avril, fin juin, on aura un résultat qui sera bien. Pour donner une touche originale à la ville de Bitche, les services techniques sont allés chercher leur décoration jusqu'en Amérique du Sud. En effet, des bambous ont été installés dans un massif au centre-ville et dans l'une des entrées de la cité, lieu stratégique pour la mise en valeur du site. Nous avons cette année plus particulièrement soigné les entrées de ville qui sont relookées, permettez-moi l'expression, qui sont relookées par les massifs que vous voyez devant vous, mais également par les nouveaux panneaux d'entrée de ville où nous déclinons bien sûr l'attractivité de la ville de Bitche à travers le golf, à travers la nature, à travers les loisirs, à travers la gastronomie. Et c'est ça qui fait finalement l'attractivité de notre cité. Et c'est ce que nous essayons de valoriser à travers également ce fleurissement et ces panneaux d'entrée de ville. La ville de Bitche s'est fixé 3 objectifs. Améliorer le cadre de vie, redonner une image à la ville pour attirer de nombreux touristes et inciter les particuliers à fleurir leurs maisons. Mais malgré le travail assidu des services techniques, la beauté du site est quelquefois victime de vandalisme, comme ce dauphin qui s'est fait dépouiller de ses fleurs ou les plantes sorties de terre. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de violences gratuites, mais il est malheureux quand même de voir des gens, se livrer à du vandalisme de ce type-là. C'est regrettable, on peut le regretter, mais je suis sûr qu'il y aura face à ça un sursaut de civisme. Cependant, les dégâts sont réparés rapidement par les services techniques. La ville de Bitche souhaiterait obtenir une 3e fleur. Pour cela, les élus lancent un appel à tous les habitants de la cité fortifiée. Fenêtres, balcons, entrées de maisons, toutes les fantaisies sont permises pour fleurir son habitat. Et j'invite vivement donc les gens à venir s'inscrire à ce concours des maisons fleuries en mairie de Bitche avant la fin du mois de juin. Au mois d'août, une commission nationale se déplacera à Bitche pour estimer la qualité du fleurissement. Chacun peut y mettre du sien pour contribuer à l'esthétique du cadre de vie et peut-être qu'une 3e fleur poussera sur les panneaux d'entrée de la ville. Jeudi dernier, après des températures caniculaires, un orage a recouvert le pays de Bitche. La foudre a trouvé sa cible, le clocher de Gros-Réderchin. Il est alors 5h25, la sirène retentit, l'église est en feu. Ah oui, ce matin en me levant à 5h15, enfin 25 comme le montre l'horloge de l'église, c'était vraiment une mauvaise surprise, quoi. On a encore eu beaucoup de chance puisque les pompiers sont intervenus à 5h45, un quart d'heure après, surtout ceux de Gros-Réderchin qui ont pu maîtriser le feu déjà un peu au départ, ce qui a permis d'éviter beaucoup de dégâts. Les pompiers de Gros-Réderchin sont arrivés rapidement sur les lieux. Ceux de Rohrbach et de Sarreguemines les rejoindront par la suite pour maîtriser l'incendie. 30 hommes sont sur le terrain pour limiter les dégâts. Dans un premier temps, on est allé en haut pour faire l'extinction, donc l'extinction qui était assez périlleuse. Et ensuite, on a déposé la croix et le coq et on a bâché. En ce qui me concerne, ça fait quand même 22 ans que je suis pompier et c'est la première fois que je réalise ce type d'opération. Heureusement, les dommages ne sont que matériels. L'intervention rapide des hommes du feu a permis d'épargner les cloches et l'orgue de l'église, située juste en dessous du clocher. Quelques débris au sol sont encore les derniers témoins de cette catastrophe naturelle. J'étais là à peu près à 7 heures, alors j'ai vu des flammes qui sont venues comme un torchon, ça brûlait comme un torchon. Ça a dû être exceptionnel Exceptionnel, très. Quand je suis rentré, j'ai vu qu'il y avait le feu. Et alors, votre première réaction ? Allez voir. Première réaction, on va voir les alentours si ça n'a pas fait de dégâts. Que j'ai un truc au cœur de ce dommage pour l'église. Ouais.
La foudre laissera derrière elle une charpente sérieusement endommagée et le système électrique de l'horloge abîmé. Désormais, il va falloir réparer les dégâts. La suite des événements, c'est que maintenant il va y avoir un marché pour un appel d'offres pour refaire le clocher de l'église. Malheureusement, il y a les vacances juillet-août, en espérant que les entreprises ne sont pas trop prises. Si tout va bien, le clocher sera refait pour, disons, octobre. À Gros-Rederchin, certaines maisons ont déjà été victimes de la foudre, mais c'est la première fois que le clocher prend feu. L'église n'est pas prête de l'oublier, et en particulier l'horloge qui est encore fixée à l'heure de la catastrophe.